surtout ce qui me gêne pour un discours qui a été travaillé et on a coupé des parties. Et quand le chef de l'État dit la Russie n'est pas un pays impérialiste, le doyen l'a dit avant moi, alors que la Russie est un pays impérialiste. Est-ce que on s'entend sur la définition de l'impérialisme? C'est un processus de domination politique, économique et culturelle. Les drapeaux russes sont ici. Désormais, nos étudiants vont aller se former en Russie. Je dois rappeler pour l'histoire, c'est très important. Parce qu'il faudrait qu'on biffe ça, de nos propos. C'est récurrent et c'est fréquent. Tenez-vous bien que la Russie s'est revêtue, comme les autres nations impérialistes, de la mission civilisatrice européocentriste de matinée d'intérêt économique dans le Caucase du Nord. C'est-à-dire en Tchétchénie, Caucase du Sud, vous avez la Géorgie, l'Arménie, l'Ouzbékistan, même en Asie centrale, jusqu'en Afghanistan, aux portes de la Perse, de l'Iran aujourd'hui. La Russie avait occupé ces territoires au prétexte de mieux défendre les limites de ces territoires. C'était l'URSS ou la Russie? Je vous parle de l'URSS, mais c'est la Russie, c'est le même territoire. Pas seulement, mais aussi à la recherche de coton et également à la recherche de terres fertiles. La Russie est un État impérialiste. Ce qu'il fait aujourd'hui au Mali, au Burkina et en Centrafrique, c'est ça l'impérialisme, à moins qu'on me donne une autre définition de l'impérialisme. Et quelque chose de très important également que je voudrais relever, au titre des journalistes. C'est tout comme si on n'a pas briefé nos autorités de la différence, j'insiste là-dessus, entre journalisme et communication. Le chef de l'État a dit qu'il faut savoir communiquer et qu'il faut savoir faire la communication des guerres. Et il va plus loin, il fait la distinction entre les bons journalistes, les mauvais journalistes, et ça se poursuit au niveau des magistrats, ça se poursuit au niveau des gendarmes, et on dit s'il y a des gendarmes qui sont contre la nation, on va répondre. Mais ce que je voudrais dire au titre du journalisme, Serge Théophile Balima, qui semble-t-il à tort ou à raison est prêté comme un conseil, nous enseigne et il dit ceci. Le journaliste dérange, le communicateur arrange. C'est donc dire que le journaliste sert les intérêts du public. Il est à la recherche de la vérité, il dit la vérité. Tant que cette vérité-là ne va pas nuire à l'intérêt supérieur, entamer la stabilité, tout ça. Mais le communicateur, par contre, il est au service d'intérêts de groupe, d'entreprises, d'institutions. Ce que je voudrais dire, quand vous prenez la plage, les programmes des médias, l'information compte pour combien en termes de temps? Les sessions d'information principales, c'est 20, c'est 30 minutes. Les flashs, non, je vais aller très rapidement. Les flashs... Vous avez épuisé totalement s'il vous plaît, s'il vous plaît, permettez. Allez-y rapidement, s'il vous plaît, allez-y à la conclusion. Et quand vous faites le rapport entre les plages pour les informations et les plages pour les autres activités, il eût fallu que les communicants publics, Dieu sait combien ils sont nombreux, à la présidence, à la primature, le SIG et bien d'autres institutions, il eût fallu que ces structures-là organisent, conçoivent des programmes, des micro-programmes, des émissions pour contrebalancer un peu les plages d'information et puis les débats qui ne comptent pas pour grand temps dans les médias publics. Et d'ailleurs, je dois dire, nous avons appelé depuis un bon moment à la création d'une radio qui va servir dans les régions sous contrôle sous terroriste. Mais jusqu'ici, on attend. Jusqu'ici, on attend. Bon, vous nous avez posé... La question, allez-y maintenant à la question que je vous ai posée. Bien, moi-même, je vais vous dire une chose. J'ai été surpris par le propos du chef de l'État, de mon point de vue, qu'il n'aurait pas dû dire. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons constaté qu'en réserve, il y avait moins de 200 armes. Mieux, il n'aurait pas dû le dire parce qu'un peu plus tôt, il avait sorti un propos selon lequel eux, ils n'ont pas pris la mesure du nombre de terroristes en venant au pouvoir. J'ai envie de dire, c'est tout comme si il n'a pas préparé son arrivée au pouvoir. Comparaison faite à Thomas Sankara, ce que nous nous plaisons à faire. Avant de venir aux affaires, de prendre les rênes du pouvoir, Thomas Sankara avait préparé. D'ailleurs, en 1982, quand le pouvoir leur tombait entre les mains, ils ont dit qu'ils n'étaient pas suffisamment prêts, qu'ils ont préféré que ce soit Jean-Baptiste Ouédraogo, le temps qu'ils parfaient, qu'ils se préparent. Mais ici, on a arraché le pouvoir, on n'a pas préparé, on n'a pas pris la mesure de la situation réelle. C'est ce que cet entretien révèle, selon vous? C'est ce que moi je comprends. C'est ce que je comprends.
Et vous avez parlé de la loi de programmation militaire, des centaines de milliards, près de 1000 milliards, 700 et quelques milliards. Mais les audits devraient nous situer sur l'utilisation de ces fortes sommes d'argent. À quoi ont servi ces fonds? Moi, je crois très sincèrement, pour nous mettre tous en prise, en phase avec la présente transition, il convient très sincèrement de faire l'audit d'eux. Et ce qui est d'ailleurs plus intéressant, au-delà de l'audit des fonds qui avaient été dégagés sous le magistère de Roch et de Damiba, il est intéressant également de faire le point sur les contributions populaires. Il est important de faire le point sur les contributions populaires. Mais ce point est fait régulièrement. Je vous parle de l'utilisation. Les secteurs dans lesquels ces fonds sont utilisés, à quel rythme. C'est important, ça renforce leur confiance et ça contribue à la mobilisation davantage. Merci Adama.